Bonjour, je suis Ciné Sensei, bienvenue sur les blockbusters de l'été, numéro 5. Donc dans le premier film que je vais analyser, je vais vous débriefer, dont je vais vous parler, c'est une licence que j'adore, que j'ai vraiment un coup de cœur. Ça fait très très longtemps que j'ai envie de vous en parler, et j'ai pas eu l'occasion d'en parler pour l'instant, donc l'occasion est là. Du coup, si vous aimez les films d'action, les films de combat, les films d'épée, les jeux vidéo et les mangas, et oui, ça existe, il y a un film qui peut vous montrer tout ça. La licence s'appelle The Tomb Raiders, et franchement, c'est un film, il est ouf. C'est un film de malade. Du coup, c'est un film qui est sorti que en cassette vidéo, faut le savoir, à l'époque. Il est sorti le 18 juillet 1998, le tout premier film, parce qu'il y en a eu deux, et puis c'est un film d'animation. Donc ce film-là, fallait pour le voir, il fallait soit avoir un vidéoclub qui était branché film asiatique, ou soit savoir un pote ou une connaissance qui avait cette fameuse cassette vidéo. C'était genre un peu le Saint Graal, quoi. Si vous le trouvez, vous avez gagné, quoi. Donc je vais vous parler avec grand plaisir de la licence de Tomb Raiders. Donc on se replonge en 1998, la France avait gagné la Coupe du Monde pour la première fois avec Zinedine Zidane. Matrix allait pas tarder à sortir pour être un film de malade. Hugh Jackman allait faire Wolverine avec les X-Men, donc c'était la fin d'année la plus folle qu'on a jamais vue. On avait la momie qui devait arriver avec Stephen Sommers et Brendan Fraser, qui étaient que des films de ouf. On avait le Masque de Zorro avec Antonio Banderas, avec Martin Campbell. Donc tous ces putains de films sont sortis en 1998, 99, début 2000. Voilà. Et par la suite Spidey qui est sorti en 2002. D'ailleurs aujourd'hui grâce à YouTube nous avons vu No Way Home qui est une bande-annonce de malade. Mais là on se concentre, Tomb Raider, c'est parti. Donc avant de se lancer dans le casting, la distribution, la réalisation, on va juste parler de l'histoire. Alors l'histoire est simple. Un mec qui était un maître des arts martiaux qui s'appelle le Dominateur, hein, déjà avec ça le nom d'expliquer la couleur, qui avait quasiment dominé la Chine entière, qui avait détruit tous les maîtres des arts martiaux les uns après les autres. Il en reste très peu. Du coup, un jour, il est posé sur son trône, tranquille, en train de boire un café, en train de manger des chips. Il y a un moine qui arrive, normal. Il dit bonjour, ça va? Tu vas bien? Ouais, ça va. Bon, comme ça, tu domines le monde? Ouais, ouais. Bah non, ça va pas durer, mon gars. Et du coup, il lui dit tout simplement, pendant des années, ça va être le maître du monde. Il va maîtriser les arts martiaux, il va battre tous les maîtres qui lui restent. Enfin bref, il va récupérer toutes les épées. C'est le boss, quoi. C'est Dark Vador. Et du coup, là, il lui dit, il y a deux jeunes garçons qui vont arriver. Tu pourras pas faire le malin. Ils s'appellent, avec des noms iconiques, qui s'appellent Nuage et Vent, qui vont arriver dans une dizaine d'années et vont te destituer. Ils vont te wet. Ils vont te tuer, mec. T'as fait le malin pendant des années, t'as voulu faire le boss, et voilà, c'est fini. Et du coup, lui, qu'est-ce qu'il décide? Le Dominateur, parce que c'est le boss, il dit bah non, moi je m'en fous, je veux pas, je vais les trouver, je vais les mettre sous ma bonne, ils vont bosser pour moi, mec. Et il lui dit ouais, c'est ce que tu crois, mon gars. Ouais, bien sûr. Il dit bon d'accord, je te laisse une dizaine d'années, je reviens dans 10 ans et on verra ce que ça donne. Donc il lui laisse un espèce de parchemin, un truc qui doit décoder, un espèce de code secret bizarre, un truc chelou, pour lui révéler son fameuse héritage, son fameux ce qui va se passer bien sûr. Et du coup, lui, forcément, Dominateur, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide de défier tous les autres maîtres d'arts martiaux, les Wets, les uns après les autres, récupérer les épées, parce qu'il y a plusieurs épées, et du coup, de retrouver ce fameux nuage et vent, tout simplement, c'est ça l'histoire. Alors, au final, il arrive à les trouver, et il tue ses pères, quand même, il tue les deux darons, il tue le daron nuage et il tue le daron de vent, et du coup, il lui dit, bah voilà, je les ai tués maintenant. Vous allez venir avec moi, vous êtes mes fils. Et du coup, lui, il y en a un qui a pas oublié, c'est Nuage, parce que pendant qu'il a tué son père, il était là. Il le regarde et il l'enregistre. Et il lui dit, toi, mon pote, je t'aurai, mon gars. Et lui, Vent, forcément, qui était pas présent pendant le combat, Vent n'a pas vu le meurtre de son père par le Dominateur. Voilà, pour la petite histoire. Donc du coup, lui, il croit que c'est son père adoptif, il est gentil, c'est un fils modèle, enfin bref, le parfait petit garçon. Et Nuage, lui, c'est le rebelle, celui qu'on aime bien, le badass, celui qui casse des bouches, qui casse des bras, et c'est lui le boss, en fait. Moi, mon personnage préféré, ça reste Nuage. Et en fait, les deux acteurs qu'ils ont joué, les deux personnages iconiques, sont Aaron Kwok, qui s'appelle Nuage dans le film, qui a les cheveux bleus, vachement côté manga et tout, et Ekin Chen, qui joue le rôle du vent, qui est un petit peu le Shiryu de Tomb Raiders, quoi. Le mec gentil, le mec sympa, mais balèze, qu'il faut pas faire chier, tu vois. Et du coup, ces deux mecs-là, Nuage et Vent, ont deux épées qui sont forcément leurs épées atypiques, on va dire. Donc du coup, Nuage, il a une épée qui s'appelle l'Indomptable. Déjà, rien que ça, déjà, ça t'a calmé. Le seul moyen de développer, de sortir l'épée de l'Indomptable, c'est d'avoir le sang qui coule de son propre sang pour libérer l'épée l'Indomptable.
et Vent, qui a l'épée de son père, qui est l'épée de glace, je crois, ou un truc dans le genre, ou l'épée de vent. Et du coup, au début, ils sont genre frères, et chacun ils bosse pour le dominateur. Et le jour où il y en a forcément une fille qui fout la merde, hein, parce que les filles ça fout toujours la merde, hein, faut dire la vérité, dans les films de combat, hein, les filles ça fout la merde. Du coup, le dominateur veut marier Vent avec la fille, sa fille en gros, mais ce qui se passe, c'est que Nuage, le petit coquin, le petit saligou, et bah il fait des trucs bizarres avec la fille de dominateur. Et du coup, il a décidé qu'il se mettrait contre ce fameux mariage, parce que bah la fille elle fait genre, elle aime pas Nuage, mais elle l'aime bien. Et Vent, lui, il le sait pas forcément, puisque lui, il est amoureux de la meuf, tu vois. Donc c'est un peu compliqué l'histoire. Donc le petit triangle amoureux, du coup, donc le mariage arrive, et forcément, qui c'est qui arrive? Nuage, badass, il casse la gueule à tout le monde, et qui n'a pas fille. Mais ce qui s'est passé, c'est que Dominateur et Vent sont pas d'accord, donc Vent et Nuage s'affrontent, un bon combat s'ensuit, et du coup, Dominateur s'en mêle, et il tue sa propre fille, le salaud. Il la tue, et du coup, bah forcément, Vent et Nuage, ils sont pas contents. Donc ils décident de s'allier, pour le fameux destituer le fameux Dominator. Vous avez vu, la prophétie, elle s'est enfin réalisée. Et du coup, Nuage et Vent, hop, ils s'allient pour battre, tout simplement, Dominator. Donc ça, c'est le synopsis du premier film. Alors le film, il a été réalisé par Andrew Lowe, qui avait fait la trilogie des Affaires Infernales. D'ailleurs, on connaît tous les films Affaires Infernales, parce que vous l'avez vu, Les Infiltrés, qui a été réalisé par... je sais plus comme réalisateur hyper connu, mais bon, les acteurs principaux sont Matt Damon et Leonardo DiCaprio, bien sûr, Leonardo DiCaprio qui était dans le film, et du coup qui a été réalisé par un grand acteur. Du coup, les films asiatiques, forcément, ont pas eu beaucoup de chance, malheureusement, ces dernières années, parce qu'à chaque fois qu'un bon film asiatique sort, avant, il fallait soit, comme je vous ai dit, avoir un bon vidéoclub à côté de toi, ou soit avoir des potes qui sont branchés films asiatiques, sinon t'étais gâté. Maintenant, c'est mieux. Maintenant, de nos jours, le film, s'il marche bien, il met partout au cinéma. Donc c'est du bénéf. Donc forcément, Storm Rider a été un hyper carton, parce que comme je vous ai dit, c'était dans la grande vague 98 avec les films à effets spéciaux. Et du coup, le côté manga, le côté jeu vidéo, les pouvoirs et tout, mais c'était un truc de malade à l'époque. Et du coup, bah forcément, une suite a en suivi, qui s'appelle le Storm Warrior, qui a été fait en 2009, qui est sorti par Danny Pang et Oxidi Pang, les réalisateurs. Bon, excusez-moi, ils ont des noms bizarres, hein, c'est pas moi qui les ai inventés. Hein. Ils ont fait les films Bangkok Dangerous. Donc, du coup, dans ce deuxième film, on retrouve bien sûr Nuage et Vent qui sont frères, qui sont alliés, qu'ils ont marave le dominateur. Enfin bref, ils ont fait leur petite vie chacun de leur côté. Et du coup, tout simplement, ils s'allient avec un mec qui s'appelle Sans Nom, tout simplement, pour affronter un nouvel ennemi qui a décidé, lui, carrément, de maîtriser et unifier le Hachine, forcément. Il y en a plein qui essayent, hein, mais ils n'y arrivent jamais. Et du coup, il a un fils qui s'appelle Sans Cœur, bien sûr qu'on connaisse, c'est Monsieur Nicolas Tse, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui a fait pas mal de films avec Jackie Chan. Du coup, Sans Nom et Sans Cœur, enfin, non, excusez-moi, Sans Dieu et Sans Cœur, du coup, sont les méchants, les vilains pas beaux. Et du coup, Sans Nom est l'allié de Nuage et de Vent, qui décide d'affronter le fameux Sans Dieu. Du coup, Sans Dieu les maraves, hein, les ouettes, du coup. Et il s'ensuit une défaite, donc Nuage et Vent décident de trouver un nouveau maître pour développer des nouveaux pouvoirs, tout simplement, pour devenir encore plus balèzes, comme s'ils n'étaient pas déjà assez balèzes, hein, forcément. Donc ils décident de devenir encore plus balèzes, alors qu'ils sont déjà balèzes, mais ils sont encore plus balèzes. Bref, typique des mangas, hein, classique. Et du coup, donc Nuage décide de suivre l'enseignement de Sans Nom, qui maîtrise l'art des 1000 épées. Et ouais, mon gars, je sais des choses. Je suis ciné sensei. Et Vent, tout simplement, qui décide d'aller voir un moine enfermé dans sa grotte, hein, j'ai oublié son blaze, hein, excusez-moi. Donc il est enfermé dans sa grotte, il se fait chier, et je sais pas ce qu'il fait. Et du coup, forcément, Vent décide de maîtriser l'art du démon. Du coup, bah, voilà, Samurai Warrior, nouveau truc de ouf, nouveau combat, nouveau pouvoir, des effets spéciaux de malade. Il est sorti en 2009, il a fait un carton total dans les vidéos futures, hein, forcément, parce qu'il n'est pas sorti en... C'est dommage, hein, il est vraiment pas sorti au cinéma, ça a été vraiment dommage, ça serait vraiment un truc de ouf de faire une séance, de les montrer au cinéma, ça a été un truc de malade, en 4DX et tout, ça aurait été ouf, tu vois. Mais non, ils sont sortis en cassette vidéo et en location, tout simplement. Et voilà, donc le seul moyen de les voir, forcément, c'est de avoir un lecteur DVD si vous arrivez à les retrouver, en Blu-ray pour le deuxième apparemment, ou soit avoir le téléchargement et les rechoper. Du coup, on s'est suivi grâce aux deux premiers succès des deux premiers films, un film d'animation qui s'appelle The Storm Riders Clash of Evil. Du coup, ça reprend un peu l'esprit de ce que je vous ai raconté jusqu'à présent. Du coup, Nuage et Vent, ça reprend un petit peu après le meurtre du Dominateur, donc ça se place entre le premier film et le deuxième film. Du coup, le film d'animation se place au milieu, et du coup, ils affrontent un nouvel ennemi, enfin bref, des nouveaux pouvoirs, avec des nouveaux effets spéciaux de psychopathes. Et du coup, comme je vous ai dit, les voix qui ont été doublées pour les personnages de Nuage et Vendès sont pas les acteurs, mais d'autres acteurs, qui s'appellent Richie Ren, qui joue le rôle de Vent,
et Nikola Tsey qui joue le rôle de Nuage, qu'on l'a vu dans le film numéro 2 qui était Sans cœur. Et ouais mon gars. Donc le film d'animation est pas mal, il est plutôt sympa, il est plutôt joli à regarder. C'est la première fois d'ailleurs qu'on peut noter que les Chinois décident de faire un film d'animation, c'est intéressant. Et il est très très beau, très bien réalisé, super bien fait. Et du coup, bah, combat, effets spéciaux, boules de feu, enfin bref, la totale quoi. Voilà pour cette premier débriefing, j'espère que ça vous a plu, ciao. Et ouais, quand il y en a plus, il y en a encore, deuxième film. Parce que là, on vous a parlé de la grosse licence Tomb Raiders avec les 2 films et le film d'animation. Là, on passe au deuxième film, qui est n'est autre que Free Guys, qui est sorti le 11 août, qui est avec notre cher acteur dont j'ai parlé la semaine dernière. Hein. Comme quoi, des fois, le destin, hein, il te fout dedans, quoi. Tu parles de lui la semaine dernière, et alors voilà qu'il se repointe la semaine prochaine. Mais vous vous rendez compte, c'est un scandale. Donc je parle bien sûr de Ryan Reynolds, qu'on a parlé la semaine dernière avec Hitman Bodyguard 2. Bah là, il a décidé de refaire un deuxième film, hein, cette année. Il a dit, bon, écoute, moi je fais 2 films, hein, cette année, moi je m'en fous de ta vie. Je m'en fous de tes émissions, hein, tu me mets sur ton deuxième semaine, voilà. Ok, ok. Ok, d'accord, Ryan, je sais que je t'aime bien, t'es Deadpool, t'es drôle, t'es fun, bon, vas-y, on va parler de toi, y a pas de problème. Je parlais de toi la semaine dernière, mais on va reparler de toi cette semaine, c'est pas grave. Donc, monsieur Ryan Reynolds, qui est aka Deadpool, décide de faire un petit film avec Disney, bien sûr. Il a dit, tiens, Disney, j'ai une idée géniale. Si je faisais un film sur Fortnite. Et oui, et là, vous dites, t'es sérieux, toi? Tu veux faire un film sur Fortnite? Ouais, Ryan Reynolds, oui, j'ai une idée. Ça va s'appeler Free Guy, je vais te faire un film sur Fortnite, et je vais te la mettre bien profond, tu vas voir mon ami. Donc du coup, vous avez très bien compris, je vais parler de Free Guy. Donc quand je vous ai vu la bande-annonce de Free Guy, j'étais perplexe, hein, je vous avoue, j'ai dit, oula, qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça sent la bouse de vache. Mais la bouse bien campagnard de vache, hein, je tiens à te le dire. Hein. Et du coup, on s'est dit, bon bah, what the fuck, hein, de toute façon, pourquoi pas, hein, Ryan Reynolds, on a l'habitude de ces films what the fuck maintenant, hein, avec Deadpool. Donc vas-y, pourquoi pas, on y est, c'est parti, on y va. Donc le film il est sorti le 11 août, donc il n'y a pas très longtemps. Le scénario ça a été fait par Matt Lieberman, pour ceux qui connaissent. Moi, je pense qu'il a fait des films genre Jason Bourne, je crois, si je dis pas de conneries. Réalisation c'est Sean Levy. D'ailleurs, si vous connaissez pas Sean Levy, c'est le mec qui a fait Iron Man 3. Et ouais, mon gars. Et je crois qu'il a aussi réalisé le film avec Hugh Jackman qui s'appelle Real Steel, qui était un film sur des robots qui faisaient de la boxe. Voilà. Donc du coup, les acteurs principaux sont Ryan Reynolds qui joue Guy, hein, forcément, c'est pas compliqué, son blaze. Hein. Et nous avons le réalisateur qui a fait Thor 3 et la série The Mandalorian, qui s'appelle Taika Waititi, qui joue le rôle du vilain pavot. En fait, c'est le producteur du jeu vidéo. Joe Keery, qui joue dans Stranger Things, est le concepteur du jeu vidéo. Donc l'histoire elle est simple de Free Guy, c'est simple, c'est dans un jeu vidéo. Guys est tout simplement ce qu'on appelle les personnages non joués. En gros, quand vous jouez à un jeu vidéo, il y a des personnages qui s'appellent les PNJ. Voilà, le PNJ c'est le mec quand tu joues à un jeu vidéo, n'importe lequel, tu te balades dans, je sais pas moi, dans un Assassin ou dans Uncharted, tu vas avoir un PNJ, un personnage non joué, qui va te balancer des infos. Voilà. Ou qui va te balancer de l'argent, ou dans GTA par exemple. Vous braquez une banque, vous avez des PNJ, vous avez les mecs qui lèvent les bras, vous dites, ah, je suis un PNJ, me tue pas. Et du coup, vous braquez la banque et vous vous barrez. Et quand vous faites un Uncharted ou un Assassin, vous allez voir le PNJ qui vous balance des infos. Va à droite, va à gauche, prends des chips, prends un coca, va sur la montagne, fais une pause. Et voilà. En gros, lui, Guys, Ryan Reynolds, joue le rôle d'un PNJ. Voilà, et il est avec son pote, l'agent de sécurité qui s'appelle Lily, je sais pas quoi, ça doit être un rappeur, qui joue bien sûr aussi un PNJ, mais c'est un keuf, voilà, c'est un agent de sécurité. Et tout simplement, en fait, lui, sa vie, elle est magnifique, elle est belle, vous avez du Maria Carré à tout va, c'est les petits oiseaux volent et tout ça. Donc du coup, lui, en fait, ce PNJ, lui, il a un problème. Ryan Reynolds, qui s'appelle Guy, lui, il veut trouver l'amour de sa vie. Oui, c'est con, mais c'est comme ça. Le PNJ, qui est Guy, qui est joué par Ryan Reynolds, veut trouver l'amour de sa vie. Donc il cherche l'amour de sa vie, il la trouve pas. C'est dommage, c'est con. Hein. Et du coup, un jour, il y a un joueur. En fait, les joueurs, vous les reconnaissez, ils ont des lunettes, qui s'appellent les gamers. Ou les players, comme vous voulez. Et en fait, les gamers, ils foutent la merde tous les jours dans sa banque. Donc tous les jours, il y a les gamers qui viennent, ils braquent des banques. Voilà. Donc vous avez à Horizon les danses à la Fortnite. En fait, c'est vraiment des gros clins d'œil. Il y a que ça. Du début à la fin du film, vous avez des multitudes de clins d'œil à Fortnite, à GTA, à tous les jeux vidéo en général. Et c'est vraiment hyper drôle. Et du coup, le jour où le player, enfin la meuf, débarque dans sa banque, Guys, il tombe amoureux, forcément, c'est un PNJ, quoi. Le truc est logique, quoi. Attends. Un PNJ qui joue pas, qui a pas de sentiments, qui est un personnage lambda, et lui, il tombe amoureux d'un joueur.
et décide de devenir lui-même un gamer. Ok. Et là, quand vous dites, mais attends, Mehdi, t'as pris de la drogue, t'as fumé un joint? Non, 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 je vous assure, c'est l'histoire du film. Eh ouais, mon gars. Donc, Free Guy, ça commence comme ça. Du coup, c'est un mec qui tombe amoureux, mais comme c'est un PNJ, il sait pas qu'il est dans un jeu vidéo, mais il veut pas tomber amoureux du meuf, donc du coup, il décide de devenir un gamer ou un player pour retrouver la fameuse fille. Waouh. Donc voilà, je vous ai fait un peu de l'histoire, un peu du fameux Free Guys. Donc le film en lui-même est vraiment sympa, il est vraiment drôle. Hein, et vous tapez des barres de rire avec des références de ouf aux jeux vidéo. Et du coup, le fameux concepteur de jeux vidéo qui est joué par l'acteur de Stranger Things, Joe Keery, en fait, vous apprenez qu'il a fait un autre jeu vidéo avec la fameuse fille dont Guys est tombé amoureux. C'est que ça, c'est compliqué, mais il faut que je vous explique un peu quand même pour que tu comprennes ce que je te raconte, tu vois. Donc du coup, Joe Keery et la meuf que dont Guys est amoureux ont fait un jeu vidéo avant qui n'a pas fonctionné du coup. Et en fait, apparemment, Free Guy, ce serait, je vais pas vous trop spoil parce que ça va gâcher le film, serait partie de l'ancien jeu vidéo, tu vois. Et du coup, la meuf, en fait, elle cherche à prouver que le fameux Taika Waititi, le producteur du jeu vidéo, a volé le jeu vidéo, tu vois, truc de ouf. Et du coup, bah forcément, Guys et la meuf après s'allient pour trouver la vérité. Mais après, c'est vraiment sympa parce qu'il y a pas mal de clins d'œil, à plusieurs jeux vidéo, comme je vous l'ai dit. Vous avez apparemment Hugh Jackman qui a fait une apparition, je l'ai pas vu. Il y a Dwayne Johnson qui fait une apparition, je me doute ce que c'est, mais je vais pas vous spoil. Et il y a aussi Channing Tatum qui apparaît dans le film. En fait, c'est que des potes de Ryan Reynolds qui sont venus tranquillement comme ça dans le film. Il a appelé ses potes, il a dit écoutez les gars, je fais un film, ça vous dit de faire une apparition? Ok, on arrive. Et du coup, ils ont tous fait chacun une petite apparition, histoire d'eux, c'est assez drôle, c'est assez fun. Franchement, je m'y attendais pas du tout. Déjà inspiré de Fortnite parce que vous allez voir, c'est Fortnite. Hein. En fait, c'est une ville entière. En fait, si vous avez jamais joué à Fortnite, c'est ça. C'est une map avec plusieurs villes, avec des mecs qui sautent en parachute et ça se tire dans tous les sens. Ça vole de l'argent. En fait, tu fais ce que tu veux, quoi. Et du coup, Free Guy, c'est exactement la même chose. C'est dans une ville où en fait les mecs ils atterrissent. Eux, c'est avec des lunettes, hein, c'est différent. Donc ils rentrent par une porte. Et du coup, là, dans le jeu vidéo, avec les lunettes, ils font ce qu'ils veulent. Ils braquent des banques, ils retirent de l'argent. Voilà quoi, ils volent des trucs, volent des voitures. Enfin, voilà quoi. Vous allez voir, c'est que des références concentrées. C'est un concentré de références de jeux vidéo dans Free Guy. Comme je vous ai dit, moi au début, j'étais pas chaud. J'ai dit, mais c'est sûr que ça va fonctionner, ce genre de film. Et finalement, oui, ça fonctionne en fait. Déjà, Ready Player One par Steven Spielberg est magnifique. Mais c'est plus le côté magnifique avec des petits clins d'œil par-ci par-là. Il est gentil en fait. Dans Free Guy, ils ont osé tout ce que ils ont pas osé Ready Player One en fait. C'est comme si vous comparez les deux films, ça a absolument rien à voir en fait. Ready Player One, c'est du Spielberg, c'est de la magie, c'est beau, c'est bourré de clins d'œil, c'est super beau à regarder, ça envoie du steak. Tandis que Free Guy, c'est du grand n'importe quoi, et ça fonctionne. C'est ça qui est ouf en fait. C'est du grand n'importe quoi à la Ryan Reynolds, à la Deadpool, mais ça fonctionne, et c'est drôle en fait. Et au final, on passe un hyper beau moment, et c'est hyper drôle. Du coup, forcément, le film a cartonné, et du coup, Disney a dit, c'est parti pour un 2, mec. On t'aime bien. C'est parti pour le troisième film. Alors là, j'avais hâte qu'il sorte. En fait, j'ai attendu exprès que le film sorte pour vous en parler, bien sûr. Donc c'est pas celui-là que vous avez pensé. C'est pas parce que j'ai le t-shirt de Snake Eyes, où on va parler plus tard, que c'est Snake Eyes. Eh ben non, c'est pas Snake Eyes. C'est The Witcher, le cauchemar du loup, qui est sorti sur Netflix le 23 août. C'est-à-dire, il est sorti là, lundi. À l'heure où je fais mon émission, il est sorti là, juste il y a un jour, quoi. Je l'ai vu ce matin, donc il est très très chaud dans mon esprit. Et du coup, j'attendais avec impatience le film d'animation, le The Witcher, parce que en fait, c'est une préquelle. Je sais pas si vous connaissez le terme préquelle. En fait, c'est un spin-off qui est tiré avant, en fait, en gros. Le principe d'un spin-off, c'est ça. C'est un truc qui se passe avant ou après des événements qui sont dans l'histoire principale, et du coup, ils les appellent préquel ou spin-off. Voilà, pour la petite explication, spin-off, préquel. Et du coup, c'est une préquelle à la série The Witcher qui est fait par Henry Cavill, qui est aussi sur Netflix depuis le mois de décembre de l'année dernière. Eh ouais, mon ami, je viens de te le poser en un clin d'œil comme ça. Et du coup, la réalisation, c'est Kwang De Han. Je sais pas comment il s'appelle, mais il s'appelle comme ça. Il s'appelle Kwang De Han. Moi, je fais juste répéter ce qu'il y a marqué sur ma feuille. Hein, je suis désolé. Et le scénario, c'est Beau de Maillot. Et oui, ils avaient choisi Amora, mais ça passait pas, donc ils l'appellent Beau de Maillot. Je ne suis pour rien. Je n'assume pas. Je vais juste de dire ce qu'il y a marqué sur la feuille. Donc, le film d'animation est un américano-sud-coréen, s'il vous plaît. Rien que ça. Rien que ça. Un film américano-sud-coréen. Rien que ça. Alors, c'est un film. Il a 3 nationalités en un clin d'œil. Juste ça. Donc, il est. En fait, raconte l'histoire de un personnage que vous connaissez peut-être, ceux qui avaient joué à la licence The Witcher. D'ailleurs, j'espère un jour on aura l'occasion de parler de la série The Witcher. Bien sûr, très bientôt, parce que la saison 2 arrive en décembre 2021, forcément. Et le jeu vidéo, le Witcher 4, il y a des rumeurs de plus en plus qui arrivent.
Donc on est dans le thème Ciné Sensei épisode, et du coup on revient tout doucement, hein, bien sûr c'est la rentrée bientôt, et du coup en fait ça raconte l'histoire de Vésimir. Alors pour ceux qui connaissent pas Vésimir, c'est le maître, le sensei, enfin le patriarche de Gérald de Rive, qui est le héros de la série The Witcher. Ça va, c'est pas trop dur. Non, ça va, on recommence. Ouais, c'est bon. Du coup, Vésimir raconte sa jeunesse, en gros, comment il est devenu ensorceleur. Parce que pour ceux qui connaissent pas, la série The Witcher est basée sur des ensorceleurs, qui sont des espèces de mutants, qui sont un hybride entre humains et sorciers, qui ont bu des potions spéciales pour de pouvoir faire des pouvoirs que les humains ne pourraient pas faire, tout simplement. Et du coup, les ensorceleurs, leur boulot est simple, c'est que tu payes, tu leur donnes de l'oseille, pour qu'ils te tuent un démon, ou qu'ils exorcisent des démons, tout simplement, dans le corps des humains, ou tuer des sorcières, des gnomes, des elfes, des petits hamsters, je sais pas ce que t'as envie, quoi. Donc tu le payes, tu lui dis, voilà, t'as une quête. Dans le jeu vidéo, ça se passe comme ça, c'est un monde ouvert. Tu joues le rôle de Gérald de Rive. Bon, là, pour le coup, c'est le spin-off, ça parle de l'histoire de Vésimir, enfin son origin story. Voilà, ça fait beaucoup de mots. Et du coup, en fait, ça raconte en fait comment Vésimir est devenu ensorceleur. Et du coup, dans le jeu vidéo The Witcher, en fait, voilà, tu te balades dans la ville, enfin plusieurs villes, et tu payais pour faire des quêtes qui sont soit couper la tête des démons, ou soit faire autre chose. Donc voilà, donc c'est parti dans ce délire-là. Netflix, ils ont décidé de sortir une préquelle, et le film est juste magnifique. Le film est magnifique, il est hyper bien fait. Bon, il est gore à souhait, hein, ça je tiens à te le dire. Donc moi, je connaissais pas les origines story de Vésimir, ça m'a appris l'histoire de Vésimir, donc c'était sympa. Et j'ai vraiment très très apprécié ce film d'animation. C'est un film d'animation, n'oubliez pas. Et du coup, c'est une préquelle, donc ça veut dire c'est avant les événements de la série The Witcher sur Netflix. Ok, c'est bon. Ok. Donc du coup, je vous le conseille fortement pour les possesseurs de Netflix. Donc avant de passer au quatrième film, hein, on enchaîne, hein, mais bon, il faut bien revenir sur The Witcher. Hein. Forcément, Henry Cavill joue le rôle de Gérald de Rive, mais des romans. Voilà, je précise un peu, parce que sinon on va dire « Mais t'as pas dit ça !» Donc, The Witcher, de la série de Netflix, c'est les romans de The Witcher, et non pas le jeu vidéo. D'ailleurs, mais bon, ils sont un peu copiés-collés, hein, on va pas se mentir. Hein. Henry Cavill, il a joué aux jeux vidéo, même quand vous voyez le look de Gérald de Rive, il est très influencé par les jeux vidéo, donc tiré d'un roman, mon cul, excusez-moi du terme, mon cul mon gars. Mais bon, voilà, c'est pour bien préciser les choses en plus, rester précis. Mais la série The Witcher sur Netflix c'est vraiment très très bien. Bon, c'est un peu dommage parce qu'elle est courte, elle est hyper courte, et du coup le fameux de faire la préquelle du spin-off avec Vésimir, c'est intéressant en fait, parce que comme ça vous apprenez un peu plus sur l'histoire des ensorceleurs, sur le recrutement, enfin tout ce qu'on n'a pas parlé dans la série quoi, de la première saison. Donc j'espère dans la deuxième saison on va le voir, Vésimir, ça serait plus logique, hein, parce que vous faites un préquel sur l'histoire du sensei de Gérald, donc j'espère que tu vas le voir dans la saison 2, sinon ça sert à rien quoi. Mais bon, à suivre. Donc du coup, on va parler du troisième film qui est sorti le 25 août avec un acteur un peu connu, hein, mais bon, peut-être que vous connaissez pas, hein, il s'appelle Hugh Jackman, qui jouait Wolverine. Vous vous rappelez de Wolverine dans X-Men, la licence X-Men. Et du coup, Réminiscence, il s'appelle, il est sorti le 25 août, donc il n'est pas encore sorti, il sort demain, mercredi. Mais dans certains cinémas, il y a eu des avant-premières. Parce que malheureusement, il y a eu, à cause de cette fameuse passe sanitaire, ça a foutu la merde dans les cinémas. Du coup, il y a eu une baisse, une chute énorme sur pas mal de films. Du coup, il y a plein de films qui ont été décalés, d'ailleurs, je vais en parler plus tard avec Snake Eyes, qui ont été énormément décalés. Donc, on va voir très peu de films au cinéma. On va voir certains films qui vont sortir, mais d'autres qui vont être décalés à une date antérieure. Donc, ça fait vraiment flipper. Je pense que les cinémas aussi sont en panique, parce que apparemment ils perdent de l'oseille, quoi, tout simplement, avec l'histoire du pass sanitaire. Donc Réminiscence, on part dans un film SF, absolument rien à voir. Enfin, c'est un SF, c'est un gros mot SF, hein. C'est plus un thriller, un polar, ou un drama, que tiré de la SF, en gros. Alors, il y a plusieurs catégories dans les films, hein, vous le savez, je vais pas vous le dire. Donc il est sorti en 25 août, c'est-à-dire demain. Il est réalisé par Joy Lisa. Je sais pas si vous connaissez Lisa Joy, c'est une des productrices de la série Westworld. Alors la série Westworld, elle est juste énorme. Pour tous les amateurs de science-fiction, c'est vraiment génial. Moi, je suis un gros fan de SF, et du coup, Westworld, je vous la conseille fortement si vous l'avez pas déjà vu. Donc, Réminiscence avec Hugh Jackman, ça raconte l'histoire simple. C'est un futur un petit peu post-apocalyptique. Il y a eu des inondations, enfin, l'eau a inondé la ville de Miami, parce que ça se passe à la ville de Miami. Enfin, toutes les villes ont été inondées.
Et du coup, il y a très peu de survivants. Il y en a quelques-uns, mais pas des masses. C'est l'apocalypse, en fait, en gros. Et du coup, en fait, les humains vivent la nuit. Ils vivent pas le jour, mais ils vivent la nuit, en gros, parce que le jour, il fait très très chaud. Du coup, donc forcément, ils vivent la nuit. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Et du coup, Réminiscence raconte l'histoire de Nick, qui est joué par Hugh Jackman, qui est un espèce d'agent, enfin bref, qui bosse aussi pour les keufs, mais c'est un agent que tu viens voir pour te rappeler des bons souvenirs, te rappeler ta mémoire. Voilà. C'est con, mais c'est comme ça. En gros, t'as un coup de blues, tu sais pas ce que tu te fais chier chez toi, je sais pas moi, t'as envie de revoir ta femme ou ton chien qui est mort, tu lui dis, écoute Nick, je me sens triste et je me sens seul, tu peux me remonter mon enfance, quand je jouais avec des Kinder et des bâtons, et du coup, en fait, tu payes ce mec, voilà, Nick, pour te remémorer des bons souvenirs. Voilà. Mais un jour, forcément, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous vous rappelez, les filles, ça fout la merde dans les films, hein, à chaque fois. Hein. Quand c'est pas l'héroïne, ça fout la merde. Et en gros, il y a une fille qui débarque pour voir Nick pour récupérer ses clés. Genre, la clé, la disquette. Bonjour, j'ai perdu mes clés, je viens vous voir. Et du coup, à partir de là, le film il commence. Mais je vais pas trop vous spoil, parce que si je vous spoil, ça va vous gâcher le film. Et du coup, en fait, Nick tombe follement amoureux de cette fameuse fille. Et du jour au lendemain, elle disparaît. Voilà. Ils ont une grosse aventure amoureuse ensemble, tous les deux. Lui, il a des projets, enfin, il veut se marier, il veut avoir des gosses, enfin bref. Le truc classique. Et du coup, la meuf, elle dit quoi? Elle dit, je me casse! Je me barre, mec! Et du coup, du jour au lendemain, elle disparaît. Et du coup, Nick décide de mener l'enquête dans sa mémoire, et dans la mémoire, toutes les mémoires qu'il peut trouver inimaginables, pour justement retrouver la fameuse meuf qui s'appelle N ou Anne, je sais pas quoi. Et en gros, elle est jouée par une actrice connue qui s'appelle Rebecca Ferguson. Voilà. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Rebecca Ferguson, pour ceux qui connaissent, elle a joué dans Mission Impossible, les derniers Missions Impossibles, à partir du 5 ou du 6, je crois. Et nous avons aussi une actrice qui jouit Watt. Elle joue Watt, hein, excusez-moi, c'est son nom. Hein. Elle s'appelle Watt, ok. Et elle joue 20 Newton, qui a joué aussi dans Mission Impossible, d'ailleurs, c'est étrange. Elle a joué dans Mission Impossible 2, elle, du coup. Et elle joue aussi dans la série Westworld. Et du coup, Hugh Jackman qui joue le rôle de Nick. Voilà. Et du coup, Rebecca Ferguson, qui est l'actrice qui rend follement amoureuse Hugh Jackman, notre Wolverine à tous. Et du coup, il disparaît et elle fout la merde dans son petit cœur. Elle lui brise son petit cœur. Et lui, Hugh Jackman, il en peut plus. Il veut la retrouver, tu vois. Il pleure, mais il veut pas parce qu'elle a disparu. Et du coup, pendant tout le film, en fait, moi, je croyais que ça allait être chiant. Je croyais que ça allait être chiant. Cette histoire d'amour à deux balles avec la Rebecca Ferguson. Hein. J'ai dit putain, on va se faire chier. Et non, finalement, non. Il y a une enquête, il y a une vraie mise en place. L'histoire est bien montée. C'est bien amené. Et en fait, c'est un vrai polar thriller. Et on est plus trop dans la science-fiction. La science-fiction, ça reste vraiment la machine qui est vraiment intéressante, qui vous projette dans la mémoire, enfin vos souvenirs les plus adorés. Et du coup, Hugh Jackman est toujours aussi génial, hein, forcément. On le connaît, hein, c'est un acteur, il est excellent. Et Rebecca Ferguson aussi est une très bonne actrice, c'est Dwayne Newton, donc c'est un superbe film. Et franchement, allez le voir quand vous aurez l'occasion, parce qu'il vaut vraiment le détour. Voilà, pour le quatrième film. Cinquième film. Et ouais, nous on est là, on met pas un film, on aime pas, nous on aime bien les défis, donc j'aime relever les défis. Donc cinquième film. Cinquième film, c'est simple, c'est un film génialissime, encore une fois. Je sais que c'est que des films géniaux, mais c'est pour ça que je vous en parle, parce que j'ai kiffé ces films-là, c'est tout. Et du coup, je vais vous parler de Escape Game numéro 2. Tchou, excusez-moi, Le Monde est un piège, qui est un thriller psychologique américain qui est réalisé par Adam Robitel, qui a fait le premier film d'ailleurs, qui s'appelle Escape Game 1, forcément. Et les actrices et l'acteur principal s'appelle Taylor Russell, qu'on a vu dans la série sur Netflix Perdu dans l'espace, ceux qui sont amateurs de SF, encore une fois. Et là, on est sur Logan Wheeler, qui a joué dans la série The Walking Dead. Il a joué un petit rôle, hein, forcément, vous vous rappelez peut-être pas, parce qu'il a joué un petit rôle. Du coup, l'histoire est simple, hein, ça reprend un peu l'histoire de Escape Game 1, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous la rappeler, vous inquiétez pas, on est là pour ça. Donc du coup, c'est chaque personnage, en fait, un peu chacun a sa vie, chacun sa carrière, chacun son truc de préférence. Ils reçoivent une espèce de boîte, une petite boîte bizarre, une espèce de puzzle. Et en fait, l'actrice principale qui s'appelle Taylor Russell, je répète le nom, au cas où vous l'avez oublié, qui joue le rôle de Zoé, on va retenir son blaze, elle s'appelle Zoé. Et du coup, Zoé reçoit une espèce de boîte, un petit cube comme ça, une sorte de, vous savez les trucs Rubicon là où vous mettez les couleurs ensemble, là, le truc que j'ai jamais réussi à faire. Je sais pas si vous avez réussi, moi j'ai jamais réussi. Et du coup, en fait, elle arrive à trouver comment ouvrir le puzzle. Et en fait, dans le puzzle, il y a une invitation. Participer à un escape game nouveau
de ouf, de psychopathe, de malade, enfin bref. Du coup, elle, comme c'est une obsédée des labyrinthes, elle s'est dit, vas-y, pourquoi pas, je vais me faire un petit tour, je vais me faire un petit kiff, je vais aller là-bas. Et du coup, elle va là-bas, et du coup, elle rencontre les fameux mecs qui s'appellent Logan Miller, qui joue dans Walking Dead. Il joue le rôle d'un mec, je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est un truc qui s'appelle Jack, ou une connerie comme ça, ou John. Hein. De toute façon, ils s'appellent tous Jack ou John dans les films. Hein. On va pas se prendre la tête. Hein. Quand vous regardez un film, de toute façon, il s'appelle soit Jack, soit John. On s'est tapé une barre de rire une fois avec des potes. On a compté combien de fois dans la série 24 heures chrono, on entend le mot Jack ou John. Faites-le, vous allez vous taper des barres. Je vous assure, c'est très très drôle. Et du coup, en fait, en gros, elle rencontre le fameux Jack ou John, hein, je sais pas comment il s'appelle. Et du coup, ils deviennent un petit peu potes, et du coup, ils sont enfermés dans cette espèce de escape room, enfin, ce qu'on appelle les chambres d'évasion, en fait, tout simplement. Et du coup, ils doivent remplir une énigme. Si vous remplissez pas dans un délai, en fait, l'énigme se retourne contre vous et elle vous tue. C'est pas comme si c'était un jeu vidéo, là. Non, non, elle vous wet, là, le truc. Et du coup, le premier, en fait, ça se base sur l'histoire de Zoé et de Jack ou John, hein. Pourquoi pas. Et du coup, ils essaient de s'échapper de la fameuse escape room. Et du coup, en fait, quand vous sortez d'une pièce, une autre pièce enchaîne en pièce, une autre pièce, une autre pièce. Et en fait, quand ils ressemblent les puzzles, en fait, ils se rendent compte que ils ont tous un point commun. Dans le premier film, ce sont des survivants. Ah ouais, ils ont tous survécu à un drame ou quelque chose de hyper grave. Et du coup, ils ont été recrutés par rapport à ça. Voilà, tout simplement. Et du coup, forcément, bah, Zoé et Jack ou John arrivent à s'en sortir. Et du coup, à la fin du premier film, Zoé, elle décide de révéler au monde entier le fameux complot qu'il y a contre cette agence, parce qu'en fait, elle cache les meurtres des fameux gens qu'ils ont recrutés pour leur escape room. Voilà, je sais pas si c'est clair. Et du coup, elle décide de révéler au monde entier que cette fameuse organisation secrète, qui est une organisation secrète, bah, tue des gens ouvertement, quoi. Et du coup, dans le 2, ça reprend où le 1 s'arrête, et du coup, Zoé et Jack ou John mènent une enquête pour retrouver la fameuse société secrète, la fameuse pour leur mettre forcément à jour leur complot, tu vois. Et du coup là, malheureusement, ils sont encore sélectionnés parce que ils ont décidé, tiens, cette fois, ils ont recruté tous les champions des anciens escape rooms. Voilà, donc ça s'appelle le tournoi des champions aux États-Unis. Donc il s'appelle Escape Room, le tournoi des champions. Voilà. Mais nous on l'appelait le monde est un piège. Ouais, d'accord. Vous voyez la traduction, ça n'a rien à voir. En France, Escape Room 2, enfin Escape Game, c'est même pas Escape Room, c'est Escape Game 2, le monde est un piège. Aux États-Unis, Escape Room 2, le tournoi des champions. Elle dit ouais, d'accord, ok, pourquoi pas. Bon après, dans le film, ça choque pas plus que ça, mais c'est vrai que les traductions françaises, les gars, arrêtez vos conneries s'il vous plaît, vous faites de la merde. Et du coup, en gros, ils reprennent tous les champions des escape games, des escape rooms, enfin comme vous préférez, hein, ça peu importe, ça n'a rien à voir. Et ils les enferment de nouveau dans une boîte et il faut qu'ils s'en sortent. Et malheureusement, Zoé est de nouveau piégée avec son toupin. Et ouais, et c'est la merde. Et du coup, on va pas. Donc le premier film, je vais pas vous mentir, je l'ai vu en DivX, je crois, il me semble. Ou je l'ai vu au cinéma. Non, je l'ai vu au cinéma, je dis des conneries. On avait choisi comme ça un film au hasard, on a dit tiens, bah, on va voir ça. Donc voilà, on est parti voir, et j'avoue, j'ai bien aimé, j'avais bien kiffé, j'ai trouvé ça vachement bien, je trouvais ça vachement bien monté. L'histoire des pièges et tout, avec des histoires, ça m'a fait penser au premier saut en fait. Pour ceux qui connaissent les premiers sauts, tout trop bien, hein, pas les épisodes d'après qui ont été gore ou dégueulasses. En fait, je sais pas si vous vous rappelez du Jigsaw, forcément qui est le méchant qui punit les ennemis. En gros, il les punissait parce qu'ils avaient fait quelque chose dans leur vie de merdique, en gros, ils avaient foutu la merde. Et du coup, Jigsaw les piégeait et les mettait en fait contre leurs plus gros défauts. D'ailleurs, dans Spiral, j'en ai un petit peu parlé. Et je trouvais ça vraiment génial, en gros. En gros, il y en a un qui était avide de pouvoir, et bah, il lui mettait une épreuve par rapport à ça. Il y en a un qui était trop gourmand, bah, il lui mettait une épreuve par rapport à ça. Et c'était vraiment bien réfléchi, c'était vraiment, psychologiquement, c'était vraiment tortureux, c'était vraiment psychopathe. Et du coup, là, Escape Game, ça reprend un peu la même chose. Les mecs qui sont punis, ils sont là pour une raison, en fait. Ils sont pas punis au hasard. C'est pas juste un mec qui achète des gâteaux à Auchan. C'est pas un mec qui prend un jus d'orange à Cora. Non, à Carrefour, ou je sais pas, ou ce que vous voulez. Du coup, ils ont vraiment fait une connerie, ou quelque chose, qui les a mis dans la merde, en gros. Et du coup, bah, c'est ça qui est intéressant dans Escape Game 2, c'est que ça reprend, en fait, tous ces principes-là. Et après, les nouveaux participants de Escape Game 2, ils ont absolument rien à voir. Donc, du coup, c'est absolument rien à voir. Ça a niqué ma théorie. J'ai dit, ok, d'accord. Toi, tu niques les théories des gens comme ça. Ok, salopard. Et du coup, ça repart dans un autre délire. Et du coup, l'histoire de Zoé est vraiment intéressante parce que là, Zoé, en fait, vous apprenez plus de choses sur son passé, avec sa mère, etc. Et ça devient de plus en plus intéressant. Et l'histoire est vachement bien montée et le film est excellent. Les pièges sont ouf de malade. Et franchement, allez le voir sans exception ou allez le voir en DivX, c'est kiffant.
on arrive à la cerise sur le gâteau, le masterpiece. Du coup, on va parler de Snake Eyes G.I. Joe Origin. Donc du coup, j'avais hâte d'en parler. Le film devait sortir le 18 août, comme je vous l'ai dit, à cause de cette fameuse baisse de fréquentation des cinémas due à cause du pass sanitaire. Merci Macron. Et du coup, en fait, les cinémas ont décidé, même pas les cinémas, hein, je dis des conneries, c'est les maisons de production qui distribuent des films dans les cinémas. Parce que je sais pas si vous savez, en fait, dans un cinéma, ça se passe comme ça. Toutes les productions, genre Warner Bros, Fox, Disney, enfin bref, tous ces conneries-là, payent des droits de location à certaines salles de cinéma. Voilà, ça se passe comme ça en fait. Ils ont genre tant de cinéma et ils proposent le film. Ils le dispatchent partout. Voilà. Et du coup, en fait, à cause de cette fameuse baisse, en fait, toutes les maisons de production, genre Paramount, Universal, ceux qui n'ont pas d'oseille comme Disney ou Warner Bros ou je sais pas quoi, ils ont perdu énormément d'argent à cause de cette baisse de fréquentation. Parce que du coup, ils n'ont pas 15 films qui sortent dans l'année, ils ont peut-être 1 ou 2 films par an, et encore, des fois, c'est peut-être juste un. Et du coup, ils ont moins d'argent, donc forcément, moins de films, forcément. Parce que quand tu fais un film, il faut de l'argent, forcément. T'as pas d'argent, t'as pas de film. On est d'accord. Du coup, quand t'es une grosse production comme Disney, par exemple, qui en fait 10 par an, t'as pas le level, en fait. Quand t'as 2 films qui sortent dans l'année, tu fais pas le pot, en fait, clairement. Tu vois, tu dis, bon, les gars, cette année, on a 2 films. Un en été, un en hiver. On est chaud. Et là, t'as Disney, Marvel, qui en sort 20. Ok. Donc, on va faire comment, en fait? Et en fait, ils calent les dates par rapport aux grosses sorties. Voilà, en gros. Donc, par exemple, G.I. Joe Snake Eyes G.I. Joe Origin, excusez-moi, j'ai bégayé. Il a moins de chances de cartonner au cinéma qu'un dernier film Marvel ou un dernier film Star Wars, par exemple. Et du coup, forcément, Paramount l'a sorti aux États-Unis en sorte de test, parce que c'est quand même Hasbro qui l'ont produit. Ceux qui ont produit Hasbro, c'est quand même la série Transformers, c'est la licence Transformers. Ils ont produit les 2 premiers films G.I. Joe, parce qu'il y a eu 2 premiers films, d'ailleurs, un qui est sorti en 2009, avec Ray Park dans le rôle de Snake Eyes, avec Channing Tatum qui jouait le rôle de Duke, et Braden Fraser qui jouait le rôle du colonel, je sais pas quoi, enfin bref, un colonel bizarre des G.I. Joe. Et déjà, le premier film avait plutôt bien marché. Malheureusement, le deuxième film qui est sorti en 2013, avec toujours Ray Park dans le rôle de Snake Eyes, et en plus de ça, il y avait Dwayne Johnson et Bruce Willis au casting, en plus de Channing Tatum. Il a beaucoup moins marché que le premier film. Il s'appelait G.I. Joe Conspiration, qui est sorti en 2013. Et en fait, il a fait un bide, hein, clairement. Le premier a plutôt bien marché, mais le deuxième a fait un bide total. Du coup, c'est pour vous présenter un petit peu Snake Eyes. Du coup, Snake Eyes, c'est un personnage qui est moins connu, parce que faut connaître déjà l'univers des G.I. Joe. Hein, bien sûr, si tu connais pas l'univers des G.I. Joe, tu peux pas connaître Snake Eyes, ça sert à rien. Donc voilà. Et donc ils ont fait d'abord 2 premiers films avec les G.I. Joe, et après ils ont dit, bon, le premier a bien marché. Ouais. Deuxième, c'était de la merde. Ouais. Après, c'est peut-être l'histoire, c'est peut-être les producteurs, c'est peut-être les acteurs, hein, on peut pas savoir. Du coup, Hasbro et Universal ont dit, d'accord, ok, on se calme un peu, on va sortir des Transformers à faux horizon, parce qu'il y en a eu en patate. Et d'ailleurs, il y en a d'autres qui vont arriver. Et du coup, G.I. Joe, on va le refaire, on va le rebooter, pour faire une première fois une origin story qui va être sur un personnage. Donc ils ont misé sur le plus connu, qui était bien sûr Snake Eyes. Comme je vous ai dit, il fallait connaître G.I. Joe avant de connaître Snake Eyes. Ok. Donc du coup, moi qui connaissais G.I. Joe, j'étais un gros fan de Snake Eyes depuis que je suis môme en fait. Donc déjà, j'aimais que G.I. Joe juste parce qu'il y avait Snake Eyes. Juste ça, je regardais G.I. Joe juste pour Snake Eyes. Le jeu, je m'en battais rien. Moi, je voulais Snake Eyes. En fait, Snake Eyes, c'était le personnage le plus charismatique de la licence G.I. Joe, en fait. C'est le ninja, enfin, voilà, quoi. Avec un chien, avec tous les trucs cool, en fait. Et du coup, ils ont dit, bon, on va faire un petit reboot de la série G.I. Joe, parce que les 2 premiers films, on les a oubliés, hein, ça fait quand même pas mal de temps. Depuis 2013, on est en 2021, il y a eu pas mal d'années qui sont écoulées entre-temps. Donc du coup, on va miser sur le personnage le plus coté, parce qu'il avait... En fait, le personnage qui a été plus coté dans les G.I. Joe, c'était Snake Eyes, avec Ray Park, qui jouait Dark Maul dans les Star Wars. Enfin bref, ça c'est du ciné sensei. On se dévie pas. Donc du coup, alors voilà. Ils ont dit, on va faire un film exprès sur ce personnage-là, parce que ce personnage a la cote. Voilà, ils ont dit, on va miser là-dessus. Et du coup, ils ont choisi un nouvel acteur qui s'appelle Ryan... non, même pas Ryan, il s'appelle Henry Golding, excusez-moi, hein, je dis de la merde. Henry Golding, d'ailleurs, il a joué dans le film The Gentleman, qui est génial si vous l'avez pas vu, avec Guy Ritchie. Storm Shadow, qui est l'ennemi juré, enfin le frère déchu de Snake Eyes, est joué par Andrew Koji, qui joue aussi dans la série Warrior, qui est sur OCS, pour ceux qui connaissent pas, qui est génial aussi. Du coup, ils ont un autre acteur hyper connu, enfin,
pour ceux qui connaissent, hein, bien sûr, l'univers des arts martiaux et des films d'action, qui s'appelle Iko Uwais. Excusez-moi, j'ai mal prononcé le nom. Iko Uwais. Il a joué dans les films The Raid 1 et 2, et il a joué aussi dans la série Wu Assassin, qui est sortie sur Netflix très récemment. Voilà pour l'explication. Et du coup, le réalisateur qui a fait le fameux Snake Eyes G.I. Joe Origin, qui devait sortir le 18 août 2021, s'appelle Robert Schwenden, ou un nom bizarre, Schwenken, ou je sais pas quoi. Donc j'ai pas trouvé de film, hein, apparemment c'est un de ses premiers films. Donc voilà. Et donc du coup, ils ont dit voilà, on va miser sur Snake Eyes G.I. Joe Origin pour relancer la licence G.I. Joe, tout simplement. La première idée c'était ça en fait, c'était de relancer la licence Snake Eyes. Et malheureusement, quand il est sorti aux États-Unis, il a fait un bid. Mais vraiment un bid. En fait, il a bien marché, mais pas autant que ce que ça devrait être en fait. Ils ont mis, on a mis de l'oseille dans le film, tu vois, on a mis un beau billet, et du coup, le film a rapporté moins que ce qu'ils ont mis dedans. Donc forcément, ce qu'ils ont fait, Universal et Paramount, ils ont dit, écoutez, on va stopper là. Il est sorti aux États-Unis, il s'est ramassé. Donc, on va miser sur une sortie antérieure. Donc antérieur, déjà c'est mauvais signe, déjà, clairement. Quand tu dis antérieur, ça pue. Je le dis clairement, ça pue. Et du coup, on dit, oula, ça sent pas bon pour Snake Eyes. Du coup, moi j'étais vraiment content d'aller le voir. J'ai dit, ouais, Snake Eyes, ça va être cool, ça va être fun, ça va être... Quoi? Il sort pas? Quoi? T'es sérieux? Et ouais, il sort pas au cinéma, donc on sait pas quand est-ce qu'il va sortir. Donc maintenant, le seul moyen de le voir, c'est soit à la sortie Blu-ray ou la sortie DVD, ou antérieur, ça veut dire un jour. Après, ça va être compliqué parce qu'il y a des autres films qui arrivent, donc je sais pas où ils vont le mettre, hein. J'aimerais bien savoir. Bref, pourquoi pas, vas-y, mets-le antérieur si tu veux. Mais bon, le seul moyen de le voir, c'est de l'acheter en DVD, ou en Blu-ray, ou en VOD, ou au cinéma, quand ils ont l'intention de le sortir en France. Parce qu'il est sorti aux États-Unis, faut le savoir. Il est sorti dans plusieurs pays, sauf chez nous. Comme nous, on est comme toujours les derniers, et bah, on n'aura pas le film, tout simplement, ou plus tard. Donc ça fout un peu la merde. Et là, on va passer au... Donc quand t'es passionné d'un personnage quand t'es gosse, bah forcément tu t'intéresses pas à l'histoire. Hein. Moi j'avoue quand j'ai vu G.I. Joe quand j'étais môme, c'était le matin pour petit déj, tu regardais des animés. Bon c'était avant la génération Club Dorothée, G.I. Joe c'était un petit peu avant. Et forcément comme je vous ai dit, mon personnage que je kiffais, voilà, c'était vraiment Snake Eyes. Pourquoi? Parce que Snake Eyes il a vraiment une histoire. En fait c'est un... Bon, je vais pas vous raconter tout ça sous les épisodes, parce que je me rappelle pas, hein, ça fait tellement longtemps. Mais en fait, c'est un ninja qui a été recruté par un clan de ninjas pour devenir une sorte d'ombre, un kage, ce qu'on appelle les kage, pour pouvoir exécuter des missions secrètes. Enfin voilà, un ninja c'est ça, c'est pour exécuter des missions secrètes, des meurtres, des vols, enfin bref, des observations, enfin bref. Et puis Snake Eyes après, au bout du compte, il rejoint les G.I. Joe par la suite, dans l'histoire classique, parce que tout simplement, il pense qu'il serait plus utile en étant un G.I. Joe qu'en étant une fameuse ombre, un kage. Et du coup, Storm Shadow, apparemment, ils ont un passif ensemble, parce qu'ils font partie du même clan. Voilà, pour vous expliquer un peu l'histoire. Donc Storm Shadow et Snake Eyes font partie du même clan, mais ils ont un passif, donc ils en ont parlé vite fait dans G.I. Joe Conspiration. D'ailleurs, dans le premier G.I. Joe, ils en parlent, mais c'est là où il y a une incohérence, c'est que dans le premier G.I. Joe, le deuxième G.I. Joe, Snake Eyes fait vœu de silence, donc il ne parle plus. Voilà, il décide de plus rien dire du tout, donc c'est compliqué quand tu veux faire un film quand un mec il parle pas. Donc ils ont dit non, on oublie ça. Et du coup, en fait, comme il fait vœu de silence, à cause d'un incident qui s'est passé avec le fameux Storm Shadow. L'histoire, elle est là, l'histoire classique. Mais dans G.I. Joe Reboot, on va l'appeler G.I. Joe Reboot, enfin Snake Eyes G.I. Joe Reboot, ils ont changé l'histoire complètement. Ils ont dit non, ça c'est de la merde, non, on n'en veut pas, non, fuck. Non, c'était de la merde. Et du coup, ils ont repris l'histoire du fameux Snake Eyes, et là, on apprend son origin story, comment il est arrivé à devenir le fameux Snake Eyes. Alors, le film en lui-même est très intéressant. Alors, déjà, Snake Eyes parle, déjà, c'est mieux. Parce que déjà, un personnage qui parle pas pendant 1h30, voire 2 heures, ça a été long, hein. Tu dis quoi? Tu veux des chips? Tu dois tuer le mec. Non, ils ont dit non, on va laisser tomber. Hein. C'est de la merde. C'est de la merde. Et du coup, la Snake Eyes parle, et du coup, ça vous raconte son histoire. Donc, son père a été assassiné par un espèce de arnaqueur. Enfin, bref. Au début, on croit que c'est un arnaqueur, un parieur qui
qui a une dette de jeu à travers son père était un parieur et genre il a une dette de jeu, donc le mec décide de l'assassiner. Nous, au début, il nous vend le film comme ça. Et du coup, Snake Eyes arrive à s'échapper, parce qu'en fait, Snake Eyes, c'est par rapport à... Parce qu'il n'a pas de nom, en fait, il se rappelle pas de son nom, en fait. Et du coup, en fait, c'est par rapport à des dés, en fait. Quand vous faites le double 1, à ce qui paraît, ça s'appelle le Snake Eyes. Je savais pas, j'ai appris quelque chose, hein. Écoutez, moi j'en ai fait plein des double 1, donc en fait, voilà, Snake Eyes, ça serait par rapport au double 1 sur les dés, qui s'appellerait Snake Eyes. Et du coup, Snake Eyes s'échappe de la maison qui prend feu, où son père a été assassiné par un mec. Ouais, c'est compliqué à dire, mais c'est ça l'histoire. Du coup, Snake Eyes devient orphelin, son père est assassiné, enfin bref. Et du coup, il décide de retrouver le fameux meurtrier de son père. Donc pendant pas mal du temps du film, le fameux Snake Eyes recherche le meurtrier. Et du coup, il arrive dans un clan de Yakuza qui le recrute. Tu sais pas pourquoi, enfin, parce que en gros, c'est un bon bagarreur, il sait bien se battre, mais il lui manque de la technique, apparemment. Il lui manque un peu d'entraînement. Du coup, le Yakuza le recrute pour lui promettre, en fait, il lui promet de retrouver le meurtrier de son père. Il dit, écoute, tu viens avec moi, et si t'es un bon garçon, je te retrouverai le meurtrier de ton père. Voilà, le film, il se passe comme ça. Donc du coup, Snake Eyes décide de faire partie du fameux clan Yakuza. Et là, t'apprends que par la suite, qu'en fait, le clan Yakuza ne sont pas les gentils, mais ce sont les vilains. Que en fait, non, c'est pas des gentils. Et du coup, Snake Eyes, il se fait arnaquer. Du coup, il essaie de sauver un mec qui veut le Yakuza là, qui s'appelle je sais plus comment. Enfin bref, il essaye de tuer un mec et en fait, il s'interpose, il sauve le mec et en fait, le fameux personne qui sauve, c'est le fameux Storm Shadow qui va devenir par la suite. Voilà, donc le Storm Shadow, en fait, en gros, est sauvé par Snake Eyes, et du coup, Storm Shadow lui propose de faire partie de son clan, en fait, que le clan que jusqu'à présent qu'il a connu n'est pas le vrai clan de Yakuza, que c'est genre des rebelles, en gros, et qu'en fait, c'est son clan à lui, le vrai clan. Et du coup, là, il part avec Storm Shadow, et c'est les maîtres et son clan qui forment Storm Shadow, et ils forment Snake Eyes, à devenir des fameux maîtres ninja, parce que Storm Shadow devient genre le daiku, enfin ce qu'on appelle le daiku, c'est le chef en fait, le chef de famille en gros. Voilà. Et du coup, Snake Eyes décide de suivre Storm Shadow pour qu'il apprenne à devenir un ninja. Voilà, tout simplement. Et voilà. Donc voilà, l'histoire elle est comme ça. Donc c'est hyper compliqué. Moi j'ai trouvé que c'est vraiment vraiment dommage parce que l'histoire est hyper compliquée parce que c'est sans arrêt des robots, des changements de direction, rechangements de trame, des machins qui trahissent machin, machin qui trahissent machin. C'est vraiment dommage parce que ça perd en action, ça perd en dynamique. Et j'ai trouvé ça vraiment triste parce que le film a du potentiel. Le film a énormément de potentiel. Et les scènes d'action sont plutôt bien foutues. Les scènes d'action sont géniales, les combats sont géniaux. Le personnage qu'ils ont choisi pour jouer Snake Eyes, qui s'appelle Henry Golding, le joue très bien, a très bien compris le personnage. L'acteur qui joue Storm Shadow est génial aussi, il a bien été choisi, c'est pareil. Le casting avait du potentiel, le film avait du potentiel, et j'ai l'impression que soit ça a été bâclé, soit ça a été... Ils se sont embrouillés dans ce qu'ils voulaient te vendre. Et moi je pense que c'est ça qui a joué en fait en contre le film. Hein. C'est que l'histoire en fait elle est un peu, j'ai l'impression elle est un peu bâclée en fait. C'est voilà, il y a trop de pirouettes cacahuètes. Bon, je sais que vous adorez mon terme pirouette cacahuète, mais bon voilà, en gros c'est pour dire il y a trop de multi-trames en fait. Une trame, c'est chiant en fait. Il faut mieux avoir une trame principale et peut-être des trames secondaires. Tandis que là, la trame principale, elle change tout le temps en fait. Donc au bout d'un moment, bah, t'es limite perdu parce que bon, moi, t'arrives à suivre le film parce que le film il reste accessible à tout le monde, c'est tout public. Mais le multitrame, des fois, c'est trop compliqué. Des fois, c'est trop et ça perd en rythme et ça perd en dynamique en fait. Là, t'as les G.I. Joe qui débarquent, t'as les Cobras qui débarquent. Tu dis waouh les gars, en fait ils ont voulu mettre trop d'ambition en fait dans le film, je pense. Il aurait fallu faire un film vraiment origine Snake Eyes et par la suite faire 2 autres films parce que ce qui était prévu c'était de faire un 2 et un 3. Apparemment il y avait une trilogie qui était prévue. Du coup là ils ont revu leur truc à la hausse, ils ont dit bon les gars, la trilogie on va peut-être y réfléchir un petit peu avant. Hein. Et du coup normalement il était prévu pour faire 3 films et relancer la licence G.I. Joe. Ils avaient vraiment des grosses prétentions. Et j'ai l'impression qu'à cause de ces grosses prétentions, bah, ils ont perdu la quête principale, en fait, qui est l'origine de Snake Eyes. Et à la fin, en fait, ça finit sur le mec, il devient juste un G.I. Joe, quoi, c'est tout. Ça devient Snake Eyes des G.I. Joe. Et là, tu te dis, ouais, enfin, il le dit même pas oui, hein, il dit oui peut-être un jour. Ouais, mais non, en fait, c'est pourri, en fait, ce que tu fais là. T'as tué ton film, en fait, c'est simple, t'as tué ton film. Tout le film partait bien,
avec des combats de ouf, des trucs de ouf. Bon, le multitrame, ça ralentit un peu le film, mais bon, t'arrives à suivre, comme je vous l'ai dit. C'est assez accessible, on va dire. Mais à la fin, tu pars sur un truc, en fait, c'est pourri, en fait. Ben non, c'est pété, en fait. Ça te dit que c'est pas fini. Bon, après, si tu prends les G.I. Joe qui sont sortis en 2009 et en 2013, ça s'embrique dedans. Ça, c'est clair, ils ont bien réfléchi. Tu peux regarder Snake Eyes, G.I. Joe Origin, et après enchaîner G.I. Joe 1 et G.I. Joe 2 qui sont sortis avant. Ça peut fonctionner. Mais pour un origin story de Snake Eyes, je trouve ça dommage. Je trouve ça vraiment dommage parce qu'il y avait du potentiel, il y avait énormément de choses à raconter, et j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu perdus en route en fait. Et c'est ça qui est dommage. Donc c'est un très bon film qui avait du potentiel, mais ils ont trouvé le moyen de le rendre moins bien ou pourri. C'est ça qui est dommage en fait, c'est que le film a du potentiel, tu sais qu'il peut faire des trucs de ouf, et au final tu te dis mais tu fais de la merde, arrête. Et le film il se regarde, hein, vous allez passer un beau moment, hein, ça c'est clair et net. Hein. Mais ouais, c'est un peu dommage parce que Snake Eyes, il a pas le, comment dirais-je, le triomphe qu'il aurait dû avoir en fait. On aurait pu, moi je le voyais plus grand en fait le film, avec plus de grosses ambitions. Bon après peut-être moi j'étais peut-être trop fan en fait, c'est pour ça aussi ça a peut-être mal jugé mon jugement parce que forcément je suis fan donc forcément mon jugement il est déjà fossoyé en fait, il est déjà faux. Mais ouais, je trouvais que c'était dommage parce que Snake Eyes, c'est un personnage qui avait énormément de potentiel, tu pouvais faire énormément de choses, même l'histoire avec Storm Shadow, hein. Déjà juste tu prends les deux personnages, Storm Shadow et Snake Eyes, il y a un putain de truc à faire. Il y a une histoire de ouf à faire. Et du coup, malheureusement, c'était pas mis assez en avant. Ils ont voulu trop faire d'un coup en fait. Et je trouve que c'est dommage. Ils auraient peut-être dû avoir des ambitions moindres et peut-être envisager 2 films, voire 3 films pour installer vraiment une bonne trame. Parce que là, en un film, c'est pas suffisant en fait. C'est pas suffisant. Donc on verra bien s'il y aura une suite ou pas. Je pense pas. Je crois pas. On verra. Hein. J'espère. Ça serait cool parce que franchement, c'est un personnage qui mérite. Et c'est une licence qui mérite. G.I. Joe, ça peut être une très bonne licence. Maintenant, apparemment, Dwayne Johnson, il décide de toujours avoir en tête licence G.I. Joe. Il voudrait la relancer. Pourquoi pas. Après, hein, maintenant, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Hein. Il y a pas de. Malheureusement, il y a tellement de gros films à gros budget que c'est compliqué de faire sa place maintenant. Donc du coup, pourquoi pas Snake Eyes reviendrait, j'espère, et que vous puissiez le découvrir au cinéma, ou en VOD, ou en DVD, ou en Blu-ray, ou en plateforme streaming, si vous préférez. Donc j'espère que cette émission vous a plu. Vous avez vu, c'était une longue émission. J'ai beaucoup parlé. Mais quand on aime, on compte pas. Hein. Quand on est passionné, hein, c'est jusqu'au bout. Être passionné, c'est être fan, rappelez-vous. Et gardez le fan spirit en vous. À très bientôt. Ciao. No, my haters hate to see this.